Merci Eric, bonjour à tous. Alors, j'ai pris une anti-sèche parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vous promets de faire vite. Je promets parce que, en fait, je voudrais juste prendre quelques minutes pour vous présenter la nouvelle collection dans laquelle s'inscrit ce premier opus, qui est consacré à la transformation numérique des cabinets d'expertise comptable. Alors, comme l'a rappelé Eric, en fait, nous avons des revues d'actualité, nous avons des ouvrages de techniques pointues, et notamment pour ce qui concerne le domaine comptable, vous l'avez vu dans les slides, nous avons notamment le code comptable, le code IFRS, pour ne parler que de ceci. On a aussi le manuel de consolidation, un ouvrage de passage du PCG aux IFRS. Mais c'est vrai que pour compléter cette collection, nous avions besoin de passer à une collection consacrée cette fois-ci au management du cabinet, puisque c'est devenu un sujet particulièrement crucial. Et donc, c'est chose faite avec cette nouvelle collection qui s'appelle « La performance des cabinets en question ». Je vais vous donner en quelques temps ses spécificités, ses caractéristiques. Alors, je dois faire un petit clin d'œil à Philippe Barré dans un premier temps pour rappeler le début de notre collaboration. Je pense que c'est une private joke, mais il va comprendre tout de suite. Effectivement, à la question « Est-ce que vous n'auriez pas été expert comptable dans une vie antérieure ?» ma réponse a été oui. Ma réponse a été oui parce que j'ai officié en cabinet pendant une petite dizaine d'années en tant qu'expert comptable et commissaire aux comptes. Effectivement, bien sûr, ces sujets me passionnent toujours autant, et notamment les mutations que vit la profession comptable. Je vais pas revenir sur les tourments que nous traversons. Voilà. Et donc cette collection est vraiment axée notamment, principalement, sur les missions d'accompagnement. Je dirais qu'aujourd'hui, on demande aux experts comptables de beaucoup se tourner vers le conseil, l'accompagnement, encore plus qu'avant, l'accompagnement de leurs clients. Et cette collection, elle est là pour vous accompagner, vous, experts comptables, dans cette mise en œuvre des nouvelles missions, les missions de demain qui commencent aujourd'hui, parce que c'est une aide précieuse. Et cette collection, quand vous la consulterez, je pense que ça vous sautera aux yeux tout de suite, est vraiment conçue comme un guide pratique. Ce premier opus et la collection qui suivra, en fait, puisque c'est appelé à s'agrémenter. En fait, c'est un guide pratique qui contient des outils décisionnels, qui contient des aides au pilotage du projet de transformation numérique, très concret. Alors, moi, en fait, j'ai été en charge de la coordination éditoriale. La coordination éditoriale, ça veut dire que je n'ai pas du tout écrit le contenu, qui a été bien sûr intégralement rédigé par les auteurs à qui je passerai la parole vite fait, promis. Cette coordination, en fait, ça permet de mettre en exergue les points essentiels que l'on veut faire ressortir pour le plan d'action de la transformation numérique des cabinets. Et donc vous verrez qu'il est conçu toujours en début de chapitre, de la même manière, avec un cas pratique tiré de l'expérience des auteurs, une solide expérience bien entendu, un cas pratique qui est décliné en analyse, on en tire la quintessence, les leçons à en tirer, sous la forme de Killing Asked Questions. Alors, ça peut s'abréger en CAQ, c'est un petit jeu de mots qui était tentant et donc il a été retenu. Et ces questions sont parfois un peu dérangeantes, comme le ton direct des auteurs d'ailleurs, hein, qui ressort et qui est très, très efficace. C'est ça aussi son originalité, c'est de ne pas contourner les questions pour prendre le sujet par le bon bout. Puisque ce serait facile de considérer la transformation numérique comme un sujet uniquement informatique ou technique, éminemment technique. Et en fait, c'est d'abord et avant tout un sujet stratégique. Je pense que vous en avez tous conscience. Donc à l'intérieur de ces Killing Asked Questions, on a finalement des plans d'action qui en découlent, et puis une synthèse à la fin de chaque thématique, une synthèse des points essentiels à retenir, des écueils à éviter, parce qu'il est important de retenir ce qu'il faut faire, mais aussi ce qu'il ne faut pas faire, et c'est toujours sur un ton très concret et très direct. Là aussi, alors cette fois-ci, c'est un autre petit jeu de mots, je dirais que c'est la marque de fabrique des auteurs, un ton direct, et donc de ce fait très efficace. Je vais laisser donc la parole
aux experts, hein, en rappelant simplement que ce sont donc des spécialistes de l'accompagnement des différentes instances de la profession comptable, et notamment les fondateurs de Les Moulins, qui est le think tank de la profession. Et donc je vais vous laisser la parole, Philippe, à l'équipe de BeReady. Bonjour à tous, vous m'entendez? Ça marche? Oui. Alors merci Maude, merci Eric de cette introduction. On va... alors déjà, je suis expert comptable, je suis un peu organisé, donc on avait droit à 2 heures. On devait commencer à 9h, il est 9h15. Évidemment, le temps passé par la RF n'est pas imputable sur notre propre crédit d'heure. Donc vous pouvez déjà commencer à annuler vos déjeuners, puisque voilà, 2 heures c'est un objectif, mais vous savez les objectifs, c'est fait pour ne pas être atteint. On va essayer, mais rien n'est moins sûr. Voilà. On est absolument ravis d'être là aujourd'hui avec vous pour vous présenter cet ouvrage. Je vais vous présenter très rapidement le contexte, etc. Et puis, on a choisi de vous présenter 10 thèmes, enfin il y en a un peu plus, parce que là encore on avait dit 10, mais ça peut être un peu plus, sur lesquels nous allons travailler, sur lesquels nous allons attirer votre attention, puisque j'imagine que vous êtes tous experts comptables, et notre expérience de l'accompagnement des cabinets dans leur transformation numérique depuis 2-3 ans déjà, nous a montré qu'en fait, il y avait beaucoup de raisons d'échouer. C'est comme ça. Et on a essayé d'identifier les principales raisons, les principales croyances, les principales erreurs qui étaient faites pour vous éviter de les faire à votre tour. Alors, pourquoi une nouvelle collection? Ça, on l'a dit. Voilà. Pour partager ce moment avec vous, l'équipe de BeReady, donc Nathalie en haut, Christine, moi, Sandra et Ludovic, que vous allez voir successivement dans toute cette matinée, qui vont chacun vous présenter les thématiques sur lesquelles ils interviennent auprès des experts comptables traditionnellement. Donc Christine, c'est tout ce qu'on appelle le baratin chez nous, pardon, comment ça s'appelle en vrai? C'est le marketing et la communication, pardon. Nathalie, sur tout ce qui est transformation numérique, pédagogie, conduite du changement. Moi, plutôt les process, tout ce qui touche à la production, à l'évolution des façons de travailler. Sandra, notre consultante en ressources humaines et management des hommes, et Ludovic, en bas à droite, qui est un stratège et qui travaille aussi beaucoup sur l'évolution des modèles économiques des cabinets, la mise en place d'une stratégie, d'une analyse d'un cabinet, de la recherche également de tout ce qui touche les nouvelles missions, enfin les futures missions dont on aura l'occasion de reparler. Alors, la nouvelle collection, on a parlé, tout ça, finalement, je vous retire 2 minutes des 15 minutes que vous avez pris, puisque j'ai gagné 2 transparents. Alors voilà, les thèmes que nous avons choisi de traiter. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça les 10 secrets? En fait, il y en a un peu plus que 10, parce qu'on avait plein de choses à dire, et donc voilà. Et donc, pourquoi ce sont les secrets? Pour ne pas planter la transition numérique, la transformation du cabinet. Eh bien, en fait, là encore, comme je vous le disais, la transformation, c'est quelque chose qui est, comme on va le voir, compliqué, qui n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. C'est souvent quelque chose qu'on a envie de réduire à un changement de logiciel ou de matériel ou de que sais-je. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que vous pouvez changer de logiciel, de matériel, de ce que vous voulez. Ça, c'est pas compliqué. Le problème, c'est tout ce qui va derrière, c'est-à-dire les clients, les collaborateurs, l'équipe, les missions, le business. Tout ça, il faut en parler parce que on est sur une évolution qui est bien plus profonde qu'un changement informatique, on va y revenir largement. Et donc on a choisi de repérer, on a sélectionné les 10-12 erreurs que font très souvent les cabinets qu'on accompagne. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'on a commencé à accompagner des premiers cabinets il y a quelques années, et puis on les a laissés continuer leur vie. Et il y en a quelques-uns qui reviennent, qui nous rappelle 2 ou 3 ans après en disant en fait, comment dire, depuis que vous êtes partis, on n'a pas beaucoup avancé en fait. Voilà. Et en fait, toutes les raisons pour lesquelles ces cabinets-là n'ont pas avancé, c'est au moins pour une de ces raisons-là, systématiquement. Et en règle générale, ils s'aperçoivent, quand on les pousse un petit peu à repartir, qu'en fait, c'était pas si bête et qu'ils ont fait quelques erreurs. Et donc, ces erreurs sont bloquantes et en fait, empêche le cabinet de se transformer. On va donc
vous éclairer sur tous ces sujets-là et mettre un terme, enfin essayer de mettre un terme à toutes ces croyances qui sont extrêmement répandues. On entend et on lit des choses, mais sauf que la vraie vie, c'est plus compliqué que ça. D'accord ? Alors on y va. Ah oui, un scoop, cette conférence, et d'ailleurs le bouquin que la revue Fiduciaire vous a remis, ne vous serviront à rien. D'accord ? Première croyance, c'est la première des croyances. Alors pourquoi ça vous servira à rien ? Eh bien, vous voyez, il y a quelques images qu'il faut un peu décrypter, parce que comme ça, c'est pas forcément super clair. Eh bien, je vous ai mis la photo de ma salle de sport. Chaque année, je m'abonne à la salle de sport. Vous voyez, comme vous êtes venu à la conférence ou que vous avez acheté le bouquin. Voilà. Et vous voyez le résultat. Vous m'avez compris ? C'est pas parce que vous achetez le bouquin et pas parce que vous nous faites le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce matin que votre cabinet va changer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est voilà. En fait, si vous faites rien en rentrant chez vous, je vais vous dire un secret. Il n'était pas compris dans les 12, mais il est offert par la maison. Il ne se passera rien. OK ? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes là, vous avez conscience qu'il faut faire quelque chose. C'est déjà bien. Mais malheureusement, comme mon abonnement à la salle de sport, ça ne servira à rien si derrière, vous ne bougez pas. OK ? Voilà, vous souriez, mais ça va s'arrêter très vite, vous allez voir. Alors, on y va. Je vais donc passer la parole à Ludovic, qui va vous présenter le premier de nos secrets. Merci. Bon, en même temps, tu exagères un peu parce que tu as perdu un peu, non ? Premier secret, croire que la profession comptable n'est pas concernée. Alors, c'est un secret qui est de moins en moins... c'est une croyance qui est de moins en moins répandue. On commence un peu à s'y faire. Est-ce que vous savez ce que représente cette image ? Non ? Oh ouais, c'est Tchernobyl, effectivement. C'est Tchernobyl. Au moment où il y a eu l'accident à Tchernobyl, il y a quand même eu sur les télés françaises, on était convaincus que ça allait s'arrêter gentiment aux frontières de la France. Et puis on s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça. On va voir que pour la profession comptable, pour la transition numérique, ça ne va pas s'arrêter non plus forcément aux frontières de la profession. Et on va voir un petit peu pourquoi. Tout d'abord, pour démarrer doucement, un petit film animalier, parce que c'est le matin, on va y aller doucement. Et ça détend toujours les petits films animaliers. Ça détend bien, hein ? Ouais. Alors ce film, enfin, en tout cas, moi, il m'inspire pas mal de réflexions. Je vais vous les livrer un peu dans le désordre. La première, c'est, ça serait comme disent les enfants disaient, qu'est-ce qu'ils disaient déjà ? Ça se peut pas, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce guépard, il a rien à faire ici. Il peut pas être là. Il peut pas déjà s'attaquer à un crocodile. L'idée, elle est juste, c'est pas normal, c'est pas possible. Il peut pas traverser cette rivière où on imagine aisément qu'il y a d'autres types de petites bestioles comme ça qui sont pas les amis du guépard. Il aime pas super l'eau, donc il a rien à faire là. Donc c'est pas possible. Il y a plein de choses à retenir, mais la première, c'est l'idée de se dire, quand on commence une phrase par disant c'est pas possible, en fait, avec la transition numérique, tout devient possible. Il y a plein de choses qui étaient impossibles et qui deviennent possibles. Et le guépard, il peut aller taquiner le crocodile. Le crocodile, lui, il risque rien. Pourquoi il reste tranquillou bilou là sur son petit îlot ? Parce qu'il est protégé. Il est protégé parce que c'est pas possible que quelqu'un vienne l'embêter sur son petit îlot. C'est impossible que le guépard traverse le bandeau. Il est le bandeau en deux mots, hein, et c'est impossible. Il est tranquille. Il est protégé en fait. Il est protégé par lui, c'est un bandeau. D'autres, c'est une ligne Maginot. D'autres, c'est un monopole.
enfin vous voyez un petit peu l'image, il peut rien lui arriver, ça peut pas lui arriver. Donc l'idée de se dire, si on ramène directement à notre profession, l'idée de se dire que ça peut pas nous arriver parce qu'on est une profession réglementée, parce qu'on a une déontologie, parce qu'on est indépendant, parce que nos clients nous aiment bien, parce qu'ils ont confiance, parce qu'on a toujours fait comme ça, parce qu'ils auront toujours besoin d'un expert comptable pour faire leur comptabilité, tout ça. En fait, ça ne fonctionne plus aujourd'hui avec la transition numérique, grâce ou à cause, ça dépend dans quel sens on se place, et on va voir un petit peu pourquoi tout au long de la matinée. On va beaucoup parler de ce qui va se passer dans les années à venir. C'est quand même intéressant de se pencher 2 secondes sur ce qui s'est passé depuis quelques années, parce qu'il se passe pas mal de choses. Donc je vais vous présenter juste quelques chiffres pour cadrer un petit peu le débat. Ces chiffres, ils sont super sérieux. Ils sont issus des études du Conseil de l'Ordre. Donc c'est vous dire que c'est pas moi qui les ai inventés. Donc c'est des chiffres sur un peu les quelques grands indicateurs de ce qui s'est passé dans la profession sur les dernières années. Donc on a pris 2 études, celle qui a été faite en 2010 et celle qui a été faite en 2016. Et j'ai pris quelques indicateurs. Le premier, c'est le poids de la prestation comptable dans le chiffre d'affaires des cabinets, en moyenne pour l'ensemble de la profession. Ce poids, il était de 70% en 2010 et il est de 68% en 2016, donc à peu près pareil. Pour bien voir de quoi on parle, 70%, c'est environ 7 milliards d'euros, mais tous les ans, à chaque année. Pas une fois, c'est 7 milliards d'euros tous les ans. Gardez ce chiffre en tête parce que quand on parlera du reste, ça va vous dire quelque chose. Tout à l'heure, Maud a parlé, les cabinets doivent faire plus de conseils, plus d'accompagnement. Ça fait effectivement 20 ans qu'on en parle, voire 25. Et quand on regarde les chiffres précisément, on se rend compte que le poids de ce conseil dans le chiffre d'affaires de ces mêmes cabinets, il était de 7% en 2010, il est de 7% en 2016, et je vous rassure, il était de 7% en 2002, bref, il est toujours de 7%. Donc instinctivement, on se rend compte que ça n'augmente pas beaucoup. Donc on sait qu'il faut le faire, on sait qu'on doit en faire, et au final, il ne se passe pas grand-chose. Troisième indicateur, alors là, ça devient, on arrive un petit peu dans le cœur du sujet, c'est en fait la part des entreprises qui confient la tenue à un cabinet d'expertise comptable. Et là, ça commence à devenir intéressant. En 2010, ils étaient 54%. Ok, super. En 2016, 6 ans après, il y en avait 10 points de moins, 43%. Donc, il y a déjà, avant qu'on commence à parler d'intelligence artificielle, d'automatisation, de robotisation, etc., on a déjà de moins en moins d'entreprises, de chefs d'entreprise qui font appel à un cabinet pour la tenue de leur comptabilité. Et puis, on a un indicateur qui est pas mal intéressant aussi, qui est le chiffre d'affaires moyen par dossier. Ce sont les cabinets de moins de 50 collaborateurs, donc le gros de la profession. Et ce chiffre d'affaires moyen, alors ça c'est un exercice que vous pouvez faire facilement dans vos cabinets, faites-le un jour où vous êtes de bonne humeur parce que vous allez retomber à peu près sur les mêmes chiffres. En gros, en 2010, il était d'à peu près 3 800 € par dossier, en moyenne. 6 ans après, il est tombé sous les 3 000 €. Et il est tombé de façon un petit peu régulière. Alors moi, je ne suis pas expert comptable, mais Philippe va nous dire ça. Grosso modo, moi je suis à grosse masse, grosso modo, c'est une perte de 30%, hors inflation. Très concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut récupérer je ne parle même pas de marge, je parle de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires d'un client historique qui s'en va, vous savez, les clients historiques qui sont là depuis 15-20 ans, qu'on facture bien cher et qui sont bien rentables, et ben en gros, il faut 3-4 nouveaux clients pour les récupérer. Donc, tous ces petits chiffres pour se dire, avant même les bouleversements dont on est en train de parler, qu'on commence à percevoir, il se passe déjà des choses dans la profession. Et puis, il y a tout ce qui va arriver. Donc, je vais vous montrer ce petit graphique, vous l'avez peut-être déjà vu. C'est en fait une étude qui a été faite en Angleterre par une université anglaise et qui étudie la probabilité que des métiers soient robotisés, automatisés à horizon de 20 ans. Vous êtes juste là-haut. Probabilité 94%. C'est beaucoup, hein, 94%. Alors là, vous pouvez vous dire, ouais, mais bon, 20 ans, c'est super long, on a le temps, ça va bien se passer. Vous faites vos comptes, vous comptez vos points retraite en vous disant, bon, ben moi, il m'en reste 16 à faire, je passe, quoi. C'est bon, je passe. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que, et d'une, l'étude, elle date de 4-5 ans, et de deux,
en matière d'intelligence artificielle, il n'y a pas un expert. En général, les experts ne sont pas d'accord sur grand-chose, voire même sur rien. Ils sont d'accord sur une chose, c'est que ça va beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé. Ça, ils sont tous d'accord là-dessus, et donc que ça s'accélère drôlement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'experts comptables et plus d'auditeurs dans 15 ans. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que le métier aura profondément changé et que le métier de production qu'on fait aujourd'hui, production, vous vous souvenez, mais 70%, 7 milliards par an, etc. Ce métier de production, il sera fait par des machines. C'est obligé aujourd'hui. Je vous rappelle juste, si vous en doutez encore un tout petit peu, que les voitures roulent toutes seules, que des intelligences artificielles diagnostiquent mieux les cancers que les meilleurs oncologues, les meilleurs dermatos, etc., etc. Et que donc, automatiser une liasse, ça ne doit pas être super, super, super compliqué. C'est juste une question de temps. Dans la profession, ça commence. On commence à en parler, d'ailleurs, tout le monde commence à en parler. Les journalistes, les instances, même les instances. Nathalie y reviendra plus tard. Tout le monde se rend compte qu'il se passe quelque chose et que ça ne sera plus jamais comme avant. Que ça ne pourra plus être comme avant. Juste une petite parenthèse. On a parlé d'expertise. Juste une petite parenthèse sur PayFit, qui lui, c'est exactement le même process, mais pour la paye. Si vous vous dites, bon bah ok, on ne facturera plus la compta, mais on facturera les bulletins de paye, ça va être compliqué aussi. PayFit, qui a levé dans un premier temps, il y a quelques années, les 5 millions qui sont ici, ils en ont levé 14 un peu plus tard, avec des investisseurs comme Xavier Niel, enfin, des gens qui ne connaissent rien aux nouvelles technologies, qui sont un peu has-been. Et puis, ils ont été élus dans les 3-4 les startups françaises les plus prometteuses. Ils vont automatiser la paye. Et puis, c'est encore pire que ça, j'allais dire, parce qu'ils vont l'automatiser, mais en s'adressant à moi, chef d'entreprise. C'est moi qui ferai directement mes payes sur mon application. Vous voyez le truc ? Je ne passerai plus par le cabinet. Ça ne veut pas dire que j'en ai plus besoin, ça veut dire que j'en aurai plus besoin pour la production de ma paye et de ma comptabilité. Et puis, on voit bien, quand on regarde ce qui se passe depuis quelques années, qu'il y a des opérateurs qui arrivent dans tous les sens. Et puis des opérateurs très très différents. Il y a des cabinets, il y a des opérateurs qui dupliquent le modèle sur Internet, il y a des opérateurs qui font de la récupération de données, il y a des opérateurs qui sont spécialisés sur un métier, il y a des opérateurs qui sont, là pour le coup, qui s'adressent directement à moi, chef d'entreprise, qui me proposent tout un tas de services pour gérer ma boîte et qui, dommage collatéral, automatise la tenue de la comptabilité. Encore une fois, j'insiste, je suis un peu lourd, je m'excuse, mais c'est les 7 milliards dont je parlais tout à l'heure, quoi, chaque année, hein, tous les ans. Et puis il y a des opérateurs, encore un petit peu différents, qui sont gratuits. Parce qu'il y en a qui sont payants, puis il y en a qui sont gratuits. Zéro. Ça ne me coûte rien à moi, chef d'entreprise. Et ça automatise la production de la comptabilité. OK ? Oui. Alors ceux-là, c'est gratuit parce qu'en fait, ils sont subventionnés notamment par l'Europe. Et c'est une petite subtilité. Mais on a, par exemple, au Canada, on a des opérateurs qui sont gratuits parce qu'ils vendent la data, effectivement, quoi. Ils font de la pub, ils vendent de la data. Ils ne vendent pas les data personnelles, mais ils font du big... Enfin... ils vendent de la donnée. Et donc, tout ça pour dire, pour revenir à mon point de départ, il n'y a rien qui sera plus jamais comme avant. Il y a un proverbe africain qui dit « on ne change pas les rayures du zèbre ». Ben si, même les rayures du zèbre, elles vont changer. Il faut se faire à l'idée que ça ne sera plus comme avant. Et il n'y a pas de « ça ne se fait pas », c'est pas juste, ça peut arriver de tous les côtés à tout moment. Secret numéro 2, Nathalie. Donc Ludovic vient d'en parler. Croire que cette mutation est déjà comme celle qu'on a déjà vécue, dans l'accompagnement des cabinets qu'on fait, on l'a déjà pas mal entendu. Oh, la profession a connu de très nombreuses mutations sur les 20 dernières années, on a toujours su nous adapter. C'est vrai. Sauf que là, ça va être un petit peu différent. Démarrons par savoir ce que c'est que la disruption. Vous avez tous un rasoir, vraisemblablement. Vous avez tous acheté le rasoir qui rase mieux que mieux parce qu'il a 4 lames. Il passe de 2 à 4. On a tous acheté le déodorant 24 heures et qui finalement nous protège pendant 96 heures. Pas de douche pendant 96 heures. C'est magnifique. En fait, il s'agit juste de changements incrémentaux. On ajoute une nouvelle fonctionnalité aux produits existants.
Ça vous rappelle peut-être tous les outils que vous avez depuis quelques années. En revanche, ici, on a quelques changements un petit peu différents. Ceux du haut, c'est le toit ouvrant, le nouveau moteur, la nouvelle gamme. Mais on conduit toujours une voiture, même avec un toit ouvrant. Les usages ne changent pas. Il s'agit encore une fois ici de changements incrémentaux. En revanche, quand on peut commencer à conduire sa voiture en étant soit un petit peu éméché, voire beaucoup, ou soit en lisant son bouquin, on change un peu les usages. Quand on commence à partager la voiture avec ses camarades, on change un peu les usages. Quand on commence à préférer louer une voiture le week-end, uniquement le week-end, et il y a des particuliers, sans passer par les acteurs historiques, ça change un petit peu le modèle. Quand on passe par un taxi Uber, un VTC Uber, ça change le modèle. En fait, ici, vous avez affaire à des changements de rupture, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de voitures qui vont être vendues, les usages changent et les modèles économiques des constructeurs sont violemment remis en question. Nokia, ça vous dit quelque chose? Ouais. En fait, quand l'iPhone est arrivé en 2007, donc il y a quand même un petit peu plus de 10 ans, hein, c'est pas très très vieux, ça a été assez rapide. Il a juste bouleversé non seulement la manière de téléphoner, mais aussi d'écouter de la musique, de prendre des photos. Il suffit de regarder un petit diaporama sur les résultats de l'arrivée de l'iPhone sur les appareils photo et on est convaincu du changement que ça a apporté. En revanche, depuis l'iPhone 3 à l'iPhone XR à plus de 1 600 €, il y a eu des séries de changements incrémentaux. Les photos sont plus belles, on téléphone encore mieux, la musique est encore mieux, etc. Et si on parlait de vous un peu maintenant? Vous vous souvenez de tous ces logiciels sur lesquels il y a eu des séries de changements incrémentaux? Est-ce que ça a changé beaucoup le cabinet? Pas forcément. En revanche, avec les logiciels de gestion en mode SaaS, les changements de rupture vont bouleverser les usages. Ici, dans les changements à gauche, vous avez toujours le même cabinet. 70% du chiffre d'affaires est fait sur la production. À droite sont les changements de rupture qui vont bouleverser les usages. La compta est chez le client, Ludovic l'a dit tout à l'heure. Alors maintenant, pour autant, est-ce qu'on doit croire que la transformation numérique est juste numérique? Bon, je reviens, mais après, j'arrête. Alors, comme Nathalie, elle a été super bien élevée et qu'elle a respecté le timing, etc., du coup, ça me laisse un peu plus de temps et c'est parfait. Il y a vraiment, je voudrais juste rebondir sur, faire un lien entre les deux premiers secrets. Nathalie a dit, ça va changer les modèles. C'est vraiment le cœur du truc, c'est que ça va changer tout le modèle. Ça va pas changer juste quelques façons de faire, ça va changer le modèle économique, le modèle des revenus. On va développer un peu ça tout à l'heure. Pourquoi? Parce que en fait, cette image, elle montre la petite citation bien connue, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Et en fait, c'est l'idée de se dire, quand on parle de transition numérique, systématiquement, quasiment systématiquement, on est émerveillé sur le côté numérique. Et en fait, à mon sens, mais j'y reviendrai dans un prochain secret, le mot qui est important là-dedans, c'est transition. Parce que ça va changer un petit peu toutes nos manières de faire et tous les modèles. Encore une fois, quand il y a 70% de votre chiffre d'affaires, entre guillemets, qui est attaqué, ça ne peut que changer le modèle. OK ? Donc, ah bah voilà, je ne savais pas qui était là. Donc le mot important, c'est transition. Comme je suis un peu feignant, je vais vous passer un deuxième petit film, et puis après, on parlera de ce qu'on voit dans ce petit film. Voilà, je voudrais savoir si mon cabinet... Enfin, qu'est-ce qui va arriver? Hein, avec tout ce qu'on entend, que va devenir mon cabinet? Alors, tarot ou boule? Avec les cartes, s'il vous plaît, tarot. De toute façon, que ce soit la présentation tarot ou boule de cristal, c'est le même logiciel d'analyse. Et vérité toute crue ou douce illusion? La vérité, c'est combien? C'est le même prix, sauf que vous risquez de prendre cher. Alors, je veux bien un mix, douce illusion et vérité. Alors, pour survivre, vous allez devoir accélérer votre transition numérique. Ah oui, j'ai déjà commencé. J'ai acheté un nouveau logiciel. Et des écrans plats.
C'est bien, les écrans plats. Oui, c'est moderne. Et j'ai aussi ouvert une page Facebook. Oui, j'ai vu. Avec le rappel des dates de déclaration, bravo. Et j'ai mis aussi un article sur le suramortissement. Oh, vos clients vont se régaler, hein. Alors, je vois aussi que vous avez ouvert un fil Twitter. Oui, mais je sais pas trop quoi faire avec. Alors, vous êtes passé au cloud. Mon éditeur m'a dit que le cloud, c'était mieux. Et puis pas comme avec les médecins, hein. J'ai tout acheté sans aucune subvention. Enfin, vous avez quand même profité des moins 20% du congrès. Vous l'avez vu aussi? Je vois beaucoup d'experts comptables. C'est une bonne niche. Comprenez, il y a une telle concurrence dans mon métier, avec Internet notamment. Il vaut mieux se différencier pour survivre. L'expert comptable, c'est très rentable. Ça bouge beaucoup, c'est une profession très angoissée, qui s'inquiète pour son avenir. Mais ces logiciels, ces écrans plats, ce cloud, vous allez en faire quoi? C'est à vous de me le dire. Je suis venu pour connaître mon avenir. Alors d'abord, douce illusion. Vous jouez la modernité. Vos clients sont épatés par la platitude de vos écrans. Vous leur projetez des PowerPoint animés de leur 2065. Vous tenez année après année leur comptabilité. Et le monopole vous protège à tout jamais. Et juste comme ça, pour savoir, la vérité, ça donnerait quoi? La vérité, même si certains la demandent, je ne la révèle jamais totalement. Ce serait trop cruel, ils ne sont pas prêts. La vérité toute crue. Vous confondez équipement informatique et transition numérique. Vous focalisez sur les outils sans penser stratégie pour votre cabinet. Et Vos clients ont besoin d'être conseillés, accompagnés. Vous ne leur servez plus à rien, ils vont voir ailleurs. ah bah quand même, et la comptabilité? Des logiciels font désormais automatiquement l'essentiel de la compta. En quelques années, vous perdez la moitié de votre chiffre d'affaires et de vos collaborateurs. Et la conformité, c'est important, la conformité. Je veille toujours à terminer sur une note positive. Non, c'est important de ne pas totalement décourager mes clients. Il leur faut une lueur d'espoir. Ça fait partie de la déontologie de mon métier. Vous savez, c'est important, la déontologie. Vous avez de moins en moins de clients. Mais vous avez de plus en plus de temps pour déjeuner avec ceux qui vous restent. C'est bien. Bah oui, c'est essentiel d'avoir de bonnes relations clients. La confiance, ça s'entretient. Et puis c'est pas le numérique qui peut le faire. Si j'étais honnête, ça reste entre nous, hein, vous couperez ça. Je devrais lui conseiller de vendre le plus vite possible avant que ça ne baisse trop. Ça baissera pas, ça baissera pas, ça baissera pas. Il est encore jeune, celui-là. Il pourra pas tenir jusqu'à la retraite. Ah, ça fait mal au cœur. Qu'est-ce que vous voulez? On fait pas un métier facile. Pour m'en sortir à ma place, vous feriez quoi? Alors, douce illusion ou vérité toute crue? La vérité? Vous vous emparez de cette révolution numérique pour revoir vos processus, réorganiser votre cabinet, définir une stratégie, développer de nouvelles missions, former vos collaborateurs, vous spécialiser, faire du marketing, de la communication. Si j'étais vraiment honnête, je lui dirais de s'adresser à... Mais là, je me ferais du tort. Alors, ce petit film résume assez bien l'idée de cette transition numérique qui n'est pas une question d'outils. Donc Philippe va y revenir après, mais je ne vais pas lui marcher sur les plates-bandes. C'est juste, il y a une citation que j'aime beaucoup. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était un proverbe japonais, et je l'aime tellement que ça pourrait être japonais. Bon, en fait, je vous dirai après ce que c'est pas japonais. Ça dit, si votre seul outil est un marteau, tout ressemble à un clou. Alors ça, ouais, c'est vraiment, ça pourrait être japonais, quoi. C'est vraiment, c'est puissant, quoi. Mais ce que ça veut dire, alors en fait, c'est de Maslow, le papa de la pyramide. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si on prend le bout par l'outil, on va essayer de faire tout rentrer avec l'outil. Et ça ne peut pas marcher parce qu'encore une fois, ce sont les usages de vos clients, de moi, chef d'entreprise, qui vont grâce au numérique, ça va me permettre de changer mes usages et de faire différemment. Le numérique, ce n'est pas lui qui fait tout changer. Il n'est qu'un accélérateur des changements des usages. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce sont mes usages, ma façon de faire à moi, qui vont faire que votre modèle à vous, il va devoir changer. Pourquoi? Alors, je vous ai mis une petite infographie, elle est résumée, vous la trouverez en entier sur le site de BeReady, parce qu'il y a beaucoup plus de facteurs qui rentrent en compte. En plus, il y a une petite musique sur le site, mettez le son, c'est bien. Vous allez me dire pendant 2-3 jours, vous allez la garder en tête, c'est toujours bien. Donc, pourquoi? Parce que la production s'automatise. La mission traditionnelle se banalise, ça
un impact direct sur le chiffre d'affaires des cabinets, toujours mes 70%, mes 7 milliards, etc. Ça permet de gagner du temps sur les missions. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais sauf qu'il va quand même bien falloir occuper, entre guillemets, les collaborateurs pour qu'ils continuent à avoir un salaire et que nous, on continue à avoir un chiffre d'affaires. Il va donc falloir développer des nouvelles missions. Il va donc falloir revoir les compétences. De l'autre côté, j'ai des clients qui sont de plus en plus exigeants, de plus en plus infidèles, de plus en plus sollicités et qui ont des alternatives grâce au numérique. Grâce au numérique, j'ai le choix de moins passer par certains types de prestataires. J'ai le choix de privilégier Uber par rapport au taxi. J'ai le choix d'aller sur un site internet pour faire la rédaction de mes statuts. J'ai le choix de faire une partie de ma compta directement sur internet. J'ai le choix de faire mes payes sur internet. Je reprends le choix, je reprends le pouvoir. C'est moi qui décide. C'est plus vous qui m'imposez votre modèle, c'est moi qui vous impose de changer de modèle. Et bref, pour toutes ces raisons, c'est en fait toutes les dimensions, comme il est dit dans le film, qu'il va falloir travailler. Le projet de cabinet, la stratégie, le marketing, la communication, les process évidemment, parce qu'il va falloir bien gagner du temps si on veut faire autre chose, le management des équipes, la gestion des ressources humaines, etc. etc. Et c'est tout le modèle qu'il va falloir faire évoluer petit à petit. Parce que mes process de prod, ça va être le point de départ, parce que ça va être automatisé. Encore une fois, pensez à mon petit graphique de tout à l'heure sur les robots. La production, l'automatisation de la production, ce n'est pas un risque, ce n'est pas une possibilité, c'est juste une certitude. Le seul truc qu'on ne peut pas vous dire, c'est la date précise, si c'est le 21 mars, le 12 avril, si c'est 2019, 2020 ou 2022, mais globalement, ça va être automatisé, c'est une obligation. Et donc, il va falloir produire évidemment différemment. Comme on aura moins de chiffre d'affaires sur notre mission traditionnelle, il va falloir effectivement revoir notre offre, développer des nouvelles missions, le fameux conseil, le fameux accompagnement, parce que même si j'ai plus besoin de vous, entre guillemets, pour faire mes payes ou ma liasse, j'aurai besoin de vous pour qu'on m'accompagne, pour qu'on m'aide à piloter mon entreprise, pour qu'on m'aide à prendre des décisions, pour qu'on m'aide à faire les bons choix. Mais ce que je voudrais payer, c'est ça, plus la production. Et mais donc, si on change l'offre, on va évidemment avoir une petite chose à revoir sur les ressources humaines. On va avoir besoin de collaborateurs avec des compétences qui vont devoir évoluer, qui vont devoir être différentes, des postures qui vont être différentes. La posture de production est évidemment pas la même que la posture d'accompagnement. Et donc, il va falloir évidemment les accompagner là. Ça veut dire un management différencié parce que toutes ces évolutions, mais aussi parce que toutes les évolutions sociétales, tout à l'heure quelqu'un parlait de la façon de vivre, de consommer de nos enfants. Moi aussi, en dépit de mon très jeune âge, j'ai des enfants qui sont en âge de consommer. C'est bluffant, quoi. Et ils ne sont pas du tout pareils. De temps en temps, il nous fait même penser qu'on est un tout petit peu, pas un vieux con, mais qu'on se rapproche quand même dangereusement de la limite, parce qu'ils sont différents, ils consomment différemment, ils ont un rapport au travail différemment, et donc il va y avoir des modes de management forcément différents. La relation client, évidemment, parce que ces outils numériques, ces smartphones qu'on a tous dans la poche, ils ont un... ils ont un truc qui est génial pour nous, consommateurs, c'est qu'ils nous redonnent le pouvoir face aux marques, face aux prestataires. Quand on est le prestataire, évidemment, ça pique un petit peu. Donc, il va falloir revoir effectivement tout le modèle économique des cabinets. Dernière chose, je vous ai convoqué à cette visioconférence pour parler de l'humain dans l'entreprise, parce que oui, du coup, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'humain, qu'il n'y a que de l'automatisme. Alors ça, pour le coup, j'y crois pas du tout, parce que bien sûr, ça va impacter les modèles, bien sûr, il y aura plus de technologie, mais s'il y a un truc dont on est convaincu, c'est que plus il y a de technologie, plus il y a de numérique, plus il y a besoin d'humain. Et c'est l'humain qui va faire la différence. Si l'intelligence artificielle diagnostique mieux les cancers que les oncologues, l'oncologue, il ne sert plus à rien? Évidemment que non, mais il sert à autre chose. Il sert à accompagner le patient, à lui expliquer, à le rassurer, à faire preuve d'empathie, toutes les qualités qui sont super développées chez les médecins aujourd'hui. Vous voyez un peu le truc. Donc leur métier va changer, il va évoluer. Et donc plus il y aura de numérique, plus c'est l'humain qui va prendre de l'importance, avec deux dimensions de cet être humain. La dimension client, il va falloir vraiment écouter ses clients, ça va être obligé. Et puis la dimension collaborateur, il va falloir travailler différemment avec ses collaborateurs. Voilà.
Bonjour à tous. Donc, croire que les associés peuvent gérer seuls le projet de transformation numérique. Comme j'ai décidé d'être corp ce matin, moi aussi, j'ai choisi un petit proverbe africain. Vous l'avez tous lu au moins une fois. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. J'aurais pu choisir une pensée japonaise et dire qu'individuellement, on est une goutte, ensemble, on est un océan. En fait, l'idée, c'est ça. Effectivement, si vous décidez seul et si vous avancez seul, vous allez sans doute aller plus vite. Simplement, si on ne profite pas de l'effet de vague, si on n'embarque pas les collaborateurs avec nous, si on ne s'assure pas de leur adhésion, eh bien, on n'ira pas au bout. C'est ça qu'on veut vous passer comme message ce matin. Pas de transformation possible sans adhésion de l'équipe. Évidemment, il vaut mieux mettre l'équipe de son côté, s'assurer de son adhésion et se faire porter par la vague de l'équipe et avancer ensemble, que d'essayer de porter ses collaborateurs en imposant sa vision et en les contraignant. Ça ne marchera pas. Donc, chacun doit comprendre la nécessité de changer pour s'approprier le projet et adhérer au changement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'équipe doit comprendre, au-delà de la communication et de l'information que vous allez pouvoir faire sur le projet que vous avez, l'équipe doit comprendre pourquoi elle doit changer. Quelle est la finalité de ce projet? Où vous voulez l'emmener? Elle doit comprendre que, chaque collaborateur doit comprendre que si ce projet n'est pas mis en œuvre, eh ben c'est son employabilité, c'est son emploi de demain qui va être menacé. Lui aussi, il ne vaudra plus rien sur le marché du travail parce que le monde change et qu'il faut le suivre. Alors, pour mener à bien ce projet, il y a 2 actions. La première, c'est convaincre l'équipe et l'embarquer dans ce projet. Et la deuxième, c'est l'accompagner. Parce qu'elle aura besoin d'accompagnement, cette équipe. Elle ne va pas se mettre en mouvement toute seule. Pour convaincre l'équipe, donc le premier point, c'est la définition d'un projet. Un projet qui est ambitieux, parce qu'il doit remplir aussi vos objectifs, il doit être capable de transformer votre cabinet, mais réaliste, parce que s'il est trop ambitieux, vous allez perdre vos collaborateurs. Donc on reviendra sur ce point dans les secrets suivants, mais il y a des méthodes pour ça. Donner du sens et communiquer. Communiquer, je l'ai précisé, c'est pas informer, et c'est pas non plus idéaliser. Communiquer, c'est être à l'écoute des collaborateurs, leur poser des questions, leur expliquer votre vision, les faire réagir. Faire vivre cette communication tout au long du projet, et pas seulement au départ. Et puis c'est communiquer individuellement et collectivement. Effectivement, la réunion de lancement, vous allez communiquer, vous allez présenter votre projet, échanger avec vos collaborateurs, c'est bien. Mais derrière, vous êtes face à des personnes qui ne sont pas tous égaux face au changement, parce que là, on parle bien de conduite du changement. Il va falloir gérer ces individualités. Et puis, former vos managers, parce qu'ils sont la courroie de transmission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la communication au sein du cabinet, elle va devoir être à la fois ascendante et descendante. Elle ne pourra pas être que descendante. Vous ne pouvez pas avoir une vision et simplement la communiquer à vos équipes sans jamais vous préoccuper de ce qui va remonter de ces équipes. Et c'est bien vos managers, vos chefs de mission qui vont être vos courroies de transmission, qui vont permettre de faire descendre cette information et de la faire remonter et de la faire vivre. Les former, c'est important, parce que souvent, ce sont des experts, mais ce ne sont pas des managers. Ils n'ont pas été formés au cours de leur formation à ça. Ils ont peu de temps pour être manager au sein des cabinets. Et du coup, ce rôle-là, il est parfois un peu oublié. Et pourtant, il est primordial. Accompagner l'équipe. Donc, je le disais, l'équipe ne se mettra pas en mouvement toute seule. Bien sûr, la communication, le lancement, l'impulsion, ça, on en a parlé. Mais derrière, il va falloir mettre en place une équipe projet. Une équipe projet qu'il va falloir construire avec une certaine complémentarité. Construire des équipes multidisciplinaires. Mettre en place un management en mode projet, plus transversal, où les gens vont pouvoir échanger, travailler ensemble, en décloisonnant un peu les niveaux hiérarchiques. Toute cette réflexion-là, vous allez devoir l'avoir et effectivement impulser, créer les bonnes conditions de ce travail en équipe. Faire contribuer vos collaborateurs. Personne ne va s'approprier le projet s'il ne participe pas. Le fait de participer au projet, non seulement ça permet aussi de le faire évoluer, parce que vous allez, les gens vont pouvoir échanger, vont pouvoir proposer des idées, vont pouvoir faire évoluer ce projet que vous aurez construit au départ. Et puis, parce que ça permet aussi de lutter contre les peurs dans le cadre du changement. Faire, c'est aussi se prouver que c'est possible d'avancer. Le maître du temps me rappelle à l'ordre.
Être à la disposition des collaborateurs et communiquer, expliquer et répondre à leurs questions, hein, c'est, je le disais, tout au long du projet et pas uniquement au départ. Et c'est savoir se préoccuper des collaborateurs, y compris de ceux qui sont favorables au projet, parce qu'on pense que c'est acquis, mais ça ne l'est pas toujours. Donc en synthèse, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est croire qu'on pourra embarquer l'équipe quand on sera prêt, parce qu'on ne sera jamais prêt et parce qu'il faut gagner du temps. Et si vous n'embarquez pas l'équipe dès le départ, vous allez en perdre beaucoup, parce qu'il faudra rattraper tout ce temps perdu, cette idée que les collaborateurs auront pu se faire dans leur coin quand vous les aurez oubliés. Faire une réunion de lancement et puis plus rien, je ne reviens pas dessus, hein, c'est une communication tout au long du projet et une implication des équipes nécessaire. Et faire de la communication uniquement descendante, donc vraiment utiliser cette courroie de transmission et travailler ce lien managérial qui est souvent un peu oublié et qui facilite grandement cette conduite du changement. Je passe la parole. Alors, bon, vous avez vu que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'experts comptables qui vous ont parlé. Donc on était quand même beaucoup dans le baratin, vous voyez. On était quand même beaucoup dans le... Voilà, bon. Maintenant, on va être un peu sérieux quand on est dans le business. Donc, on va parler des outils. Parce qu'une transformation numérique sans outils, c'est du baratin. Bon. Donc là, on va être sérieux. Et on va parler des outils. En fait, si vous lisez le bouquin que vous avez la chance d'avoir dans votre petite mallette, je vous conseille de le lire, parce que comme je vous disais, sinon vous vous souvenez, la salle de sport, enfin, vous avez compris. L'idée, c'est quoi? C'est que on va vous expliquer dans tout le bouquin que la transformation numérique n'est pas numérique. Bon, ça, Ludovic vous l'a expliqué, tout le monde a compris. Le seul problème, le paradoxe du sujet, c'est quoi? C'est que sans changer les outils, sans adapter les outils, vous ne ferez rien. C'est-à-dire que, bien sûr que les outils ne feront pas tout. Bien sûr, sauf que les outils, le changement des outils, l'amélioration des outils, c'est forcément le point de départ de toute démarche. Quand même. Pourquoi? Parce que le problème qu'on va avoir, c'est d'inventer le cabinet de demain. Et une fois qu'on aura inventé le cabinet de demain, dans le cadre de ce cabinet de demain, il faudra inventer les nouvelles missions qu'on va proposer. Puisqu'on a bien vu qu'on perdait X% de la production comptable, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a du business en moins. On estime globalement que le chiffre d'affaires sur la tenue de comptabilité va baisser de 30, 40, 50% selon les sources. Donc ça veut dire que ce chiffre d'affaires-là, soyons concrets, il faut bien le remplacer par autre chose. On en reparlera tout à l'heure. Mais pour le remplacer par autre chose, il faut du temps. Pourquoi on n'a pas évolué de 7% depuis les 15 dernières années en termes de chiffre d'affaires conseil? Pour une seule et unique raison. Enfin, il y en a plein d'autres. Mais une raison fondamentale et principale, c'est que dans un cabinet, on n'a pas le temps. Or, on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils qui vont nous redonner le temps. Et donc, si vous ne commencez pas par changer les outils, vous ne gagnerez pas de temps. Et si vous ne gagnez pas de temps, vous ne changerez rien. Un beau projet, génial. Et nous, vous imaginez les projets beaux qu'on fait. Ce n'est pas des projets, c'est des super beaux projets. Hein. Sauf qu'il ne se passe rien si les associés, les collaborateurs, les chefs de mission n'ont pas le temps de les mettre en place. Or, pour avoir du temps, il faut gagner du temps. Et donc, ça veut dire que vous avez une course contre la montre en ce moment, qui est de commencer par trouver toutes les solutions pour gagner du temps. Et il y a deux solutions fondamentales pour gagner du temps. Il faut changer les outils, les améliorer, les adapter et changer les process de production. Pourquoi? On vous a mis le Monopoly avec une photo de la prison, parce que n'importe comment, tant que vous ne changerez pas les outils, vous êtes prisonnier. Tant que vous ne changerez pas vos process, vous êtes prisonnier. Il faut commencer par changer les outils et les process pour être en mesure de mettre en œuvre le projet après, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue mission, d'un point de vue RH, d'un point de vue... Tout est lié. Le critère numéro 1, la condition sine qua non pour changer le cabinet, c'est pas ça qui va faire changer le cabinet. Mais la condition sine qua non pour changer, c'est de commencer par changer les outils. Alors quel outil? Parce que là, vous êtes venu aussi, j'imagine, un petit peu en vous disant, bon, avec tous les cabinets qu'ils ont accompagnés, ils savent quels outils il faut prendre. Alors j'ai trouvé ce texte-là dans un restaurant,
Et je l'ai trouvé génial. Et du coup, je l'ai pris pour vous présenter l'histoire des outils. Donc, quand on me demande quel est le meilleur vin du monde, je réponds par une autre question. Quelle est la plus belle femme du monde ? Les prudents et les amoureux répondent « la mienne ». Les autres ne savent pas trop quoi répondre. Mais, quoi qu'il en soit, ils conviennent que, Dieu merci, chacun peut trouver son bonheur avec ses critères. C'est exactement pareil pour les logiciels. Si on avait le temps, je pourrais prendre 50 exemples, mais que vous preniez les notes de frais, que vous preniez l'OCRisation, que vous preniez la comptabilisation des ventes, etc., j'ai facilement 2, 3, 4 logiciels à vous conseiller pour chacune de ces activités. Mais selon le contexte, selon votre client, puisque les outils, c'est client par client, on n'aura pas les mêmes produits parce qu'ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Quand vous choisissez une voiture, il n'y a pas une meilleure voiture. Est-ce que c'est la voiture pour faire des longs voyages ou des déplacements en ville? Est-ce que c'est la voiture de madame, auquel cas il faut un truc un peu solide et qui ne craint pas les chocs? Ou est-ce que c'est la voiture de monsieur, un truc un peu sympa, vous voyez? Bon. Vous voyez bien qu'il n'y a pas une voiture qui est bien. Il y a des critères différents pour des utilisations et des contextes différents. C'est pareil pour les outils. OK? Il va falloir changer votre relation au logiciel. Jusqu'à maintenant, vous étiez, pour rebondir sur la question d'avant sur quelle est la meilleure femme du monde, vous aviez un logiciel qui était le logiciel pour la vie. Voilà, c'était vraiment le logiciel. C'était, donc là, pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est le pied de Cendrillon. Et elle avait la pantoufle de verre. Et en fait, il n'y avait qu'un pied qui convenait, mais c'était pour la vie. D'ailleurs, ils ont eu beaucoup d'enfants, tout ça. Enfin, vous connaissez l'histoire, quoi. En fait, cette histoire-là, c'est un peu fini. C'est-à-dire qu'avec le cloud, là encore, on n'a pas le temps, mais tout le cloud va révolutionner votre approche logicielle. En fait, demain, et même aujourd'hui, on commence à avoir cette relation avec les outils. Autrement dit, on n'aura pas un outil qui convient pour la vie, pour toujours, etc. On va passer à ce qu'on appelle l'infidélité logicielle, c'est-à-dire qu'on aura des outils différents par collaborateur, par client, par activité, et on n'aura pas un logiciel d'OCRisation, on en aura 2 ou 3, qui sera différent selon les clients, selon que vous ayez des médecins, des commerçants, des artisans, des assos, on n'aura pas les mêmes outils. Alors, c'est bien beau tout ça, mais effectivement, à quoi ça sert de changer les outils? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez là, l'avantage, c'est que vous avez là, ça ne marche pas ce truc, ça marche pas. Bon, pas grave. Vous avez là la carte qui va vous libérer de la prison, mais rien de plus. Les outils, ça va vous permettre de gagner du temps, ça va vous permettre de réduire votre coût de production, ça va vous permettre de pouvoir vous consacrer à autre chose. Mais, ça ne suffira pas à changer votre cabinet. C'est-à-dire que c'est une condition sine qua non, c'est une condition nécessaire, c'est un passage obligé, mais ça n'est qu'un passage obligé. Quand vous aurez changé les outils, un certain nombre diront « ouf, ça y est, c'est bon ». Non, les problèmes commencent. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez avoir changé les outils, il va falloir continuer la production et l'organisation. Une fois que vous allez changer les outils, la première des choses à faire, c'est de changer les process de production. Parce qu'on accompagne des cabinets qui nous disent « non mais c'est bien gentil, vos outils, là, on les a changés, ça y est, on a pris les outils qui vont bien, qui scannent tout seuls, qui comptabilisent tout seuls, qui font tout seuls, etc. » Sauf que moi je constate une chose, c'est que mes collaborateurs, ils sont toujours autant occupés. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien les outils, etc. Et les collaborateurs, avec un petit sourire, disent « ah, je l'avais bien dit ». Parce que comptabiliser à la main des écritures sur un relevé bancaire ou faire, voilà, honnêtement, la vitesse où on va et compte tenu des problèmes du logiciel, ça va aussi vite à la main. Pourquoi ? C'est normal. Demandez à un collaborateur qui est en train de perdre son job si le logiciel qu'il va tester va plus vite que lui et travaille mieux que lui. Je ne connais pas le collaborateur, mais je peux déjà vous donner la réponse. Donc là encore, quand vous allez mettre en place les outils, quand vous allez mettre en place des process, il faut repenser fondamentalement votre manière de travailler. Là encore, ça ne s'improvise pas. Il faut avoir une approche, même des tests, pour qu'on ait un changement d'outil qui soit efficace. Et une fois que vous aurez changé les outils, eh bien, la question de tout le problème commence, c'est-à-dire pour vendre quoi et à qui. Bonjour. Donc moi je vais aller assez vite parce que comme Philippe l'a précisé, je m'occupe du baratin chez Biredi, tout ce qui est marketing et communication digitale, relations clients.
développement commercial. Voilà, donc on va parler rapidement du secret numéro 6, qui est qu'on va croire qu'on peut transformer son cabinet sans écouter ses clients. Je vais y arriver, voilà. Donc ça, c'était avant. Henry Ford, il disait « Les gens peuvent choisir n'importe quelle couleur pour ma voiture, pour la Ford T, du moment que c'est la couleur noire. » Voilà. C'est une conception de l'écoute client qui est assez spéciale et qui était la sienne. Alors aujourd'hui, tout a changé, hein, bien évidemment. Vous le vivez au quotidien. Les clients, c'est plus du tout ça. C'est chaque client est différent. Chaque client a des besoins différents. Chaque client est hyper connecté, alors plus ou moins, mais ils sont quand même tous sur Internet. On est à plus de 89% d'utilisation Internet en France, toutes tranches d'âge confondues. Ils se renseignent, donc ils sont vachement plus informés qu'avant. Et donc ils comparent, et ils attendent qu'une chose, c'est qu'on les aime, qu'on s'occupe d'eux, et qu'on soit là pour eux, et qu'on les écoute vraiment. Alors aujourd'hui, on est plutôt là-dedans. Sam Walton, qui est le fondateur des supermarchés Walmart aux États-Unis, dit quelque chose de très très juste, c'est que finalement, il n'y a qu'un seul patron. Il peut licencier tout le personnel, du directeur à l'employé, tout simplement en faisant une chose simple, c'est aller dépenser son argent ailleurs. Donc comment on fait pour garder ses clients, pour séduire de nouveaux clients? Eh ben, on crée un effet wow, comme on dit en marketing. On écoute vraiment ses clients. Chaque client exprime des problématiques. Des fois, on a l'impression qu'il raconte sa vie, mais en fait, il exprime des problèmes dans son quotidien. Ces problématiques, elles peuvent être transformées en besoins. Et vous pouvez avoir des missions pour répondre à ces besoins. Et ça, c'est tout le secret de la relation client demain dans le cabinet d'expertise comptable. C'est s'intéresser vraiment à ses clients, être empathique, avoir envie de lui rendre service, de rendre un service. Et c'est comme ça qu'on construit une relation client dans une économie digitale et qu'on réussit à conserver, à fidéliser ses clients et à séduire de nouveaux clients pour pérenniser son cabinet. Voilà, Marivaux disait dans Le Paysan parvenu une phrase que j'aime beaucoup. Bien écouter, c'est presque répondre. D'où l'écoute client qui est vraiment le point de départ de toute la relation client dans la transformation numérique que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Merci. Alors, vous avez bien compris que c'était le deuxième sujet important, à savoir le business. Parce que c'est bien tout ça, mais enfin c'est bien gentil, mais la question c'est, on va perdre du chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on va faire pour remplacer le chiffre d'affaires qu'on va perdre? Alors là, quand vous écoutez ce qui se dit, je ne vous dis pas les noms, parce que bon, c'est enregistré, c'est filmé, tout ça, puis il y a des gens qui sont rancuniers, mais à la limite, à la pause, tout à l'heure, au café, je vous dirai les noms. Il y a des gens qui vous expliquent qu'on a 5 milliards de chiffre d'affaires en conseil à récupérer. Voilà, et qu'à se pencher, le marché nous attend, vous imaginez bien que 5 milliards, ça se trouve tout seul, il n'y a pas de souci. Comme on va en perdre, je ne sais pas combien, 5 ou 6, eh ben ça tombe bien, il y a 5 milliards qui nous attendent. Bien sûr, ça fait 30 ans qu'on est à 7% du chiffre d'affaires de la profession, mais demain, là c'est tout près, je le sens bien, ça frémit de partout, on va trouver les 5 milliards, il n'y a qu'à, franchement, il n'y a aucun problème. Et on a une quantité d'absurdités, d'inepties et de trucs qui sont racontés, mais c'est à croire que les gens qui disent ce genre de choses n'ont jamais mis les pieds dans un cabinet d'expertise comptable de leur vie, vous voyez, bon, ou alors, je ne sais pas comment ils font, mais voilà. Et donc, en fait, moi, je vais vous donner un scoop, c'est que jamais, les missions de conseil remplaceront les missions de tenue de comptabilité. Est-ce que tout le monde a bien compris ou l'a pas bien compris? Ça, c'est du baratin, c'est du pipeau, ce sont des mensonges. Voilà. En fait, ce ne sont pas des mensonges, parce qu'en fait, les gens, le pire qui disent ça, c'est qu'ils y croient. C'est ça le problème. C'est un autre problème. Mais voilà. Alors, pourquoi? Là, on pourrait faire une journée, une semaine là-dessus. On va faire l'année prochaine un séminaire d'une semaine à l'île de la Réunion, si ça vous dit, pour qu'on creuse ce sujet-là avec l'ARF. Hein. J'en parle à l'ARF officiellement, pour qu'on monte ça, parce que c'est important.
les missions d'aujourd'hui, celles qu'on va perdre, vous savez, celles qui feront 70%, bon, alors en fait, il a dit 70%, 7 milliards, mais Ludovic, c'est pas un comptable, mais 70% de 12 milliards, ça fait 8,4 milliards, mais c'est pas grave, on n'est plus à 1 milliard près. L'idée, c'est quoi? C'est que ces missions qu'on va perdre, elles ont 3 caractéristiques. Tout le reste, c'est du baratin. Première caractéristique, elles sont réalisées par des collaborateurs généralistes. Et on en a tous, il n'y a pas toujours que les couteaux les plus affûtés du tiroir. Hein? Bon. Deuxième caractéristique de ces missions, elles sont très, très, très récurrentes. D'accord? C'est-à-dire que le 1er janvier, le cabinet qui n'a pas signé 98% de son chiffre d'affaires, il est en stress. 98%, il est en stress. Vous connaissez beaucoup d'activités professionnelles, d'entreprises qui, le 1er janvier, ont signé 95 ou 98% de leur chiffre d'affaires de l'année? Moi, j'en connais pas d'autres. Ah, s'il y avait les commissaires... Pardon, il y avait... Non, pardon. C'est... Non, c'est... Bon, non, c'est boutade. Troisième caractéristique des missions traditionnelles qu'on va perdre, elles obligent à un contact très fréquent avec le client. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Bon, en fait, vous n'avez pas trop le choix parce que, voilà, pas le temps. Maintenant, quelles sont les caractéristiques des missions de conseil? Celles qui vont nous sauver, qu'on va récupérer, il n'y a qu'à se pencher. Franchement, les clients, ils sont... Moi, souvent, quand j'ouvre la porte, on a du mal à ouvrir la porte quand on s'en va le soir parce qu'il y a des clients qui se bousculent pour nous confier ces missions-là. Hein, les fameux 5 milliards, voilà. Qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristiques, les missions de conseil qui vont nous sauver, soi-disant? Elles sont exceptionnelles. Moi, par exemple, je suis épaté par les missions de gestion de patrimoine. Je n'y comprends rien. Alors, il faudrait que je m'inscrive à l'OREP et avec la rue fiduciaire qui a passé un accord. Mais tout ça, c'est un truc pour des gens intelligents, de haut niveau, mais vraiment sans rire. Il faut avoir des compétences fiscales, des compétences juridiques. Et donc, l'OREP, la rue fiduciaire font des choses extraordinaires. Mais une fois que vous avez fait une cession temporaire d'usufruit, vous avez bossé dessus, machin, tout ça, vous avez appris, ok. Vous en faites une, puis après le client, c'est 16 ans minimum, sinon ça ne marche pas, on perd la défiscalisation. Donc vous revoyez le mec dans 16 ans. Vaut mieux lui en avoir tartiné pour un paquet quand même, hein, parce qu'il va falloir... C'est les provisions pour quand même 16 années d'honoraires. Vous voyez ce que je veux dire? Faut y aller. Hein. Bon. Et un peu tout comme ça, vous voyez, donc la récurrence, ça va être chaud. Après, la fréquence des clients, si vous le voyez tous les 16 ans, ça... Hein, loin des yeux, loin du cœur, mais surtout loin du porte-monnaie. Parce que si vous ne le voyez pas, pas de bras, pas de chocolat, pas de rendez-vous, pas de sous. Bon. Et après, ce sont des missions qui nécessitent des compétences pointues. Vous imaginez bien que Ginette, qui nous fait la déclaration de TVA depuis 22 ans et demi du boulanger du coin, elle ne va pas aller nous faire une cession temporaire d'usufruit. Vous voyez? Même pas temporaire, vous voyez. Une cession, elle ne va rien faire du tout. Vous voyez? Bon. Et donc, il faut m'expliquer comment ces missions-là vont nous remplacer nos 8,4 milliards de business qui va s'envoler. Il faut m'expliquer. Bon, il n'y a jamais d'explication. À chaque fois que je la demande, parce que je suis allé à peu près à toutes les conférences sur le sujet, il n'y en a pas un qui vous explique comment on fait. Mais voilà. Donc moi, je vais vous dire la vérité vraie, la seule qui compte. C'est que les missions de conseil ne remplaceront pas les missions qu'on va perdre. Vous pouvez faire des photos, là. C'est compris dans le forfait, vous pouvez y aller, il n'y a pas de... Bon. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, il y a 2 missions qu'il faut distinguer. La première mission, je finis, et puis... Comment tu crois que je vais remplacer les missions que je vais perdre? Il faut développer les nouveaux business. Voilà. Bien sûr, on va vous envoyer ça, à la RF, ils vont envoyer, hein, tout ça. Voilà. Faut demander gentiment, mais on va... Voilà. Alors l'idée c'est quoi? C'est qu'il y aura 2 natures de mission demain, comme il y en a 2 natures aujourd'hui. La première nature de mission, ce seront les missions... Non, c'est pas ça, ça c'est la prochaine. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour remplacer les missions qu'on va perdre, le seul et unique moyen, c'est que les missions de demain aient exactement les mêmes caractéristiques que les missions d'aujourd'hui. Ce ne seront pas les mêmes missions, mais il faut qu'elles aient les 3 caractéristiques qu'on a vues. 1, des généralistes qui produisent, 2, de la récurrence forte, 3, des contacts clients réguliers. Si vous avez une mission super intelligente, machin bidule, mais qui n'a pas ces 3 critères-là, c'est cuit, ça ne remplacera pas votre business. Ça ne pourra être que, comme ça l'est aujourd'hui, la cerise sur le gâteau.
D'accord? Vous avez vu le lien quand même? Ça vient de loin. Je l'amène doucement. Mais vous voyez, là, il y a un gâteau avec une superbe cerise. Eh bien, si vous comptez sur les missions de conseil pour remplacer votre business demain, eh bien, c'est mort. Parce que vous n'aurez pas le personnel, vous n'aurez pas les compétences, vous n'aurez pas les clients, vous n'aurez pas la récurrence. Il faut donc inventer des missions qui sont récurrentes. Et pour ça, je vous renvoie, comme disait Maud, à la formidable étude des Moulins, qui explique en gros qu'il y a 4 sortes de missions. D'accord? Les missions hors piste, qui sont des missions de conseil de haut niveau, en dehors du champ traditionnel de l'expert comptable. Ensuite, vous avez les missions de conseil, celles qu'il faut se pencher pour les récupérer, les fameuses 5 milliards et quelques qu'on cherche toujours, mais qu'on trouvera un jour, j'imagine. Et puis après, vous avez les missions d'accompagnement, qui sont des missions récurrentes, faites par des collaborateurs généralistes, qui imposent un lien permanent avec le client. Et enfin, les missions de production. Mais ça, les missions de production, vous les connaissez, c'est celles qu'on va perdre. Et donc, de manière très claire, seules les missions d'accompagnement, celles qui sont là, c'est-à-dire qui sont récurrentes, faites par des généralistes et qui imposent un contact régulier, pourront remplacer demain les missions de comptabilité qu'on va perdre. Voilà. Alors maintenant, on va passer la parole sur les compétences à Sandra. Pardon. Ah oui. Merci. Alors, vous l'avez compris, les compétences d'aujourd'hui ne sont pas celles dont vous aurez besoin demain. Parce qu'il n'y aura pas de nouvelles missions sans nouvelles compétences. Il n'y aura pas de nouvelles missions sans nouvelles compétences. Il n'y aura pas non plus de nouvelle organisation du cabinet et de transformation numérique du cabinet sans nouvelles fonctions qu'il faudra assurer avec des collaborateurs qui soit sont aujourd'hui dans votre cabinet, mais qui devront évoluer, soit n'y sont pas encore et il faudra les recruter. Alors, les nouvelles missions nécessiteront de nouvelles compétences, alors moins comptables, plus gestionnaires, moins dans le passé, plus dans le futur, moins dans la conformité, plus dans l'utilité, bref, plus dans l'accompagnement du client, plus tourné vers l'utilité. C'est les besoins du client qui changent également et qui vont vous forcer à faire évoluer ses compétences face au client pour répondre à son besoin. C'est l'adaptation de toute l'équipe, y compris des associés, qui doivent aussi savoir changer de posture, qui doivent aussi savoir prendre du recul pour avoir plus de temps pour mener leur stratégie, définir leur projet de cabinet. Et c'est pas simple, c'est pas naturel et surtout ça prend du temps. Quand on interroge les cabinets, souvent on se rend compte au tout départ du fait que tout le monde nous dit, les RH, nous, oh non, on n'a pas de problème. C'est pas une priorité. Simplement aujourd'hui, cette problématique de la gestion des compétences, elle vient se poser de façon cruciale parce que en plus d'être incontournable, elle prend du temps parce que vous n'allez pas changer, transformer vos collaborateurs en 2 mois. Ça nécessite d'avoir une réflexion, ça nécessite de mettre en place des outils, des plans de formation, etc. Et ça nécessite du temps pour intégrer ce changement comportemental. Parce que là, il s'agit bien, au-delà de l'évolution des compétences techniques que vous avez déjà connues dans une vie antérieure, de changement de posture. Donc vraiment, travailler sur les comportements du collaborateur, développer sa capacité d'écoute. On parlait de la relation client juste avant. On parlait des missions d'accompagnement, du fait qu'il fallait être face à son client, l'écouter, le questionner, essayer de comprendre son besoin, son environnement et son entreprise pour devenir utile à côté de ce client. Donc vraiment mettre une casquette, qui est une casquette en fait de consultant, de coach, d'accompagnant, mais pas une casquette uniquement technique comme celle que certains collaborateurs avaient jusque-là. Donc ça prend du temps. Il va falloir donc apprendre à mobiliser ses connaissances de façon différente pour répondre aux besoins clients. Et on parle bien de compétences comportementales. Donc ça veut dire des collaborateurs qui non seulement sont capables de changer, mais ont envie de changer. Parce qu'il ne se passera rien s'ils n'en ont pas envie. Donc il faut effectivement que ces collaborateurs prennent conscience des enjeux. On parlait de l'employabilité tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Comment je continue à valoir quelque chose sur le marché du travail en tant que collaborateur et comment je continue à servir le cabinet au sens propre et à répondre aux besoins de mes clients. Je ne vois que 2 solutions, plan de formation ou un voyage à Lourdes. Bon, compte tenu du caractère aléatoire du voyage à Lourdes. Alors, comment ça se passe concrètement ?
ce développement des compétences? Ben, on a un point de départ, hein, qui est le diagnostic. Il faut bien commencer par quelque part. Donc, effectivement, il faut travailler sur le diagnostic des compétences à travers la mise en place d'outils qui paraissent un peu rébarbatifs comme ça, mais qui sont pourtant très utiles. Je pense aux fiches de poste, aux référentiels de compétences. Se poser des questions du projet de cabinet et des compétences dont on va avoir besoin pour réaliser ce projet demain. Il y a un point d'arrivée, hein, cette stratégie. Donc il faut bien la suivre, on a bien ça en ligne de mire. Et puis il y a le plan de vol, comment on va aller de l'un à l'autre. Alors j'ai parlé de plan de formation, j'ai parlé de recrutement tout à l'heure, mais il y a plein d'autres outils, hein, l'accompagnement des collaborateurs, on a évoqué les compétences comportementales, l'accompagnement sous forme de coaching, le tutorat par les collaborateurs, par certains collaborateurs du cabinet. Toutes ces solutions-là, il faut innover en fait, hein, il faut aller trouver les solutions qui vont répondre aux besoins de votre équipe par rapport à l'évolution qui va être nécessaire pour votre cabinet. Alors, on a choisi ce petit dessin. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie entière persuadé qu'il est totalement stupide. Chaque collaborateur est différent, hein. Tous ne savent pas grimper à l'arbre de la même façon, mais par contre, tous ont des compétences qui leur sont propres et qui peuvent être utilisées d'une certaine façon. Le job, dans ce cadre de gestion des compétences, dans ce cadre de ressources humaines, c'est d'aller identifier ces compétences et d'essayer de les valoriser dans un projet de cabinet qui est le vôtre. Donc c'est comprendre quelle est la place de chacun des collaborateurs. On ne fera pas de tous les collaborateurs des consultants, ça c'est clair et net. Mais par contre, on pourra utiliser les compétences d'un collaborateur pour faire de l'accompagnement client, même des tâches de secrétariat dans le cadre de l'accompagnement client, pourquoi pas, il y a certains cabinets qui l'ont imaginé. Il y a vraiment un diagnostic à faire au cas par cas pour mieux utiliser les compétences de chacun. Alors, on va reparler d'un sujet crucial, c'est qu'on ne peut pas se passer de marketing et de communication digitale pour réussir la transformation numérique du cabinet de demain. Alors, moi, ce que j'entends souvent quand j'accompagne des cabinets, c'est pourquoi est-ce que je devrais faire du marketing ? Le marketing, c'est réservé aux grosses entreprises. On n'en a jamais fait et ça va très bien. Quand on fait de la qualité, on n'a pas besoin de faire de marketing, ça ne sert à rien. Et puis surtout, on n'est pas des marchands de tapis. La première fois que j'ai entendu cette expression, c'est Philippe Barret qui l'avait utilisée. Je pense que ça devait être dans le cadre de mon entretien de recrutement, d'ailleurs. Hein. Mais je l'ai souvent entendu après, bizarrement. Donc, le fait de mettre en valeur son offre et de savoir la présenter à ses clients est souvent associé au fait de vouloir vendre à tout prix. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait quand on accompagne les cabinets dans le marketing. Ce qu'on fait, c'est une mise en valeur des missions pour savoir parler de son offre et surtout répondre à des besoins clients. On n'est pas du tout dans l'idée de forcer le client à acheter des choses dont il n'a pas besoin, en fait. C'est la grande différence. Donc ça, c'était avant. Donc il y a 2-3 choses qui ont changé et qui font que c'est maintenant indispensable de faire du marketing et de la communication digitale dans votre profession. On l'a largement dit au cours de cette matinée, les clients ils voudront plus payer pour des missions qu'ils considéreront comme automatiques, hein, presse-bouton. Le chiffre d'affaires de la production des missions traditionnelles est en train de s'effondrer et ça va continuer. Il faut donc trouver de nouvelles sources de revenus pour pérenniser son cabinet. Vous êtes tous d'accord, j'imagine, là-dessus. Alors, il y a aussi quelque chose qui a bien changé, c'est qu'aujourd'hui, pour que les clients achètent ou comprennent que vous avez des solutions à leurs besoins, il faut qu'ils connaissent votre offre. Et ça, le marketing, ça sert à ça, en fait. Le marketing, ça sert à mettre en avant son offre de mission, à présenter ce qu'on fait, à savoir en parler au niveau de l'ensemble du cabinet. Donc c'est un gros changement au niveau du marketing et du fait que vous ayez besoin de marketing, notamment au niveau du marketing de votre offre de nouvelles missions.
Alors, le marketing, c'est pas une science occulte, c'est assez simple en fait, c'est beaucoup de bon sens, un peu de technique. En résumé, très très rapidement, le marketing, c'est trois réponses à 3 questions. C'est à qui on vend, connaître ses clients, connaître leurs besoins, identifier leurs attentes, repartir de sa base client pour identifier des nouveaux clients, des prospects. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on leur vend? Donc là, on va packager ces missions. On va identifier des nouvelles missions qui sont rentables pour nous en fonction des compétences qu'on a au sein du cabinet. Et on va s'assurer de la cohérence de notre offre, de nos missions, au niveau d'une grille tarifaire. On va créer un cadre qui permet à tous les collaborateurs d'être au même niveau de connaissance sur nos missions et de pouvoir en parler éventuellement ou détecter des besoins auprès des clients. Et enfin, la troisième question à laquelle le marketing peut répondre, c'est comment on fait pour vendre ces nouvelles missions qu'on aura marketées, cette nouvelle offre. On va créer un plan marketing avec des actions marketing. Il y a des choses très peu onéreuses qu'on peut faire en communication digitale pour se vendre, pour vendre son offre, pour se mettre en avant. Et puis surtout, on va suivre les résultats obtenus sur chaque action. Comme ça, on pourra corriger ce qui n'a pas fonctionné et puis capitaliser sur les actions marketing qui ont fonctionné. Voilà, c'est beaucoup de bon sens et il y a des choses très simples à mettre en œuvre et qui changent tout pour le cabinet de demain en termes de marketing et de communication digitale. Alors juste pour conclure, ça c'est très utilisé par les écoles de marketing, mais c'est très juste. On a une madeleine à 0,30 centimes, une madeleine toute simple, basique. On va lui changer son packaging, elle va devenir un petit peu plus jolie, elle va correspondre à un effet de mode, elle va avoir une nouvelle clientèle. On va la vendre 2,50 €. Et puis finalement, cette madeleine de départ, on va la transformer en cupcake. Donc là, on va garder le packaging, on va l'améliorer. Et puis on va rajouter un petit topping, là, la crème avec du chocolat. Et ça va nous permettre de la vendre 5,50 €. Donc en résumé, le marketing, c'est ajouter des fonctionnalités à l'offre existante pour se mettre en avant et générer du revenu, mais tout en répondant à des besoins clients et sans être des marchands de tapis. Voilà. Merci. Alors, est-ce que globalement, vous pensez qu'on a le temps de s'y mettre ? Je ne sais pas si vous connaissez le sketch de Florence Foresti, quand elle doit être au bureau à 9 h et qu'à 8h58, elle est encore au lit et elle dit « je suis large ». C'est un peu pareil pour vous. En fait, se dire qu'on a le temps, c'est un peu comme si vous vous disiez « je vais attendre que la vague du numérique me submerge et je vais nager tranquillou ». Il y en a qui ont essayé, mais en même temps, peut-être qu'ils n'étaient pas prévenus. Nokia, en novembre 2007, avait 1 milliard de clients et le magazine Forbes se demandait qui allait bien pouvoir le détrôner. Vous savez globalement ce qui s'est passé. Nokia a disparu des écrans radars. Donc c'est allé extrêmement vite. Mais bon, peut-être que Nokia, eux, n'étaient pas prévenus et que voilà, ils n'avaient rien vu venir. En revanche, vous êtes quand même un tout petit peu prévenus depuis le début de la conférence. Laurent Alexandre, alors, est toujours un petit peu provocateur et il parle de 100% de chômeurs en 2030. En fait, il est presque en retard par rapport au président de l'Ordre qui, lui, parle de 2025 pour une tenue totalement automatisée. Dans les milieux autorisés, on s'autorise à penser qu'éventuellement, il aurait été gentil en disant 2025, en fait. Il ne voulait surtout pas vous affoler. Donc, je ne sais pas, mais moi, tout à l'heure, Ludo, j'ai entendu 2020... 2022 ou plus tard, mais je n'ai jamais entendu 2025. Donc, croire qu'on a le temps de s'y mettre, 2025, et encore, c'est juste l'automatisation de la compta, là. On n'a pas encore changé. Alors, en fait, nous, on aime bien, vous avez compris les citations. Talleyrand dit, quand il est urgent, il est déjà trop tard. Donc, n'attendons pas pour se lancer le vrai déclin du chiffre d'affaires, parce que pour l'instant, effectivement, manifestement, quand on entend les experts comptables et les collaborateurs pendant les séminaires et les formations, ils ont toujours autant de boulot, le chiffre d'affaires, tout va bien. Bon, ils nous glissent quand même que pour remplacer un dossier, il en faut 3,
Mais globalement, ils n'ont encore rien vu. N'attendez pas non plus que les outils soient prêts et fiables à 99% parce que ça n'arrivera pas. Et de toute façon, si vous imaginez qu'il sera fiable à 99%, il y en aura déjà 3 autres qui auront balayé celui qui est devenu fiable à 99%. N'attendons pas non plus que les concurrents se soient lancés, parce que les concurrents, et qu'ils aient déjà encore des longueurs d'avance, il y a des cabinets qui sont déjà entièrement automatisés, selon eux. Ils s'imaginent prêts souvent, mais comme vous l'avez compris, ça n'était que le début du chemin. Les clients, ils ne vont pas vous réclamer une autre prestation, en fait. Juste, ils vont aller ailleurs. Ils vont aller voir ailleurs qui peut les aider plus efficacement. Je ne sais pas si Kodak vous rappelle aussi un petit exemple. Il faut savoir que Kodak était quand même l'inventeur du numérique, l'inventeur de la photographie et du numérique, mais il n'y a pas cru. Ça peut arriver, on peut avoir une mauvaise vision de son entreprise, mais peut-être qu'on n'a pas été prévenu. Et sinon, on a un scoop. En fait, c'est la véritable histoire du Titanic. Est-ce que vous savez pourquoi le Titanic a coulé, en fait? Tout simplement parce que le capitaine était persuadé que son navire était insubmersible. Donc, en fait, il ne s'est pas comporté vraiment en chef d'entreprise. Il n'a pas évité l'iceberg. Il s'est dit, j'ai le temps, je suis insubmersible. Il a juste attendu de voir comment son navire allait réagir quand il allait toucher l'iceberg. Ben, voilà, vous connaissez la suite. Ça, c'est Ludo. Merci. Ça va toujours? Parce que je ne sais pas vous, mais moi, ils m'ont plombé le moral. Quoi. C'est, la fin de la journée va être... Alors moi, comme je suis un gars sympa, j'ai plein de bonnes nouvelles. J'ai plein de bonnes nouvelles et elles sont issues d'un sondage qui avait été réalisé à l'occasion d'un des congrès de l'Ordre il y a 2-3 ans et où on avait interrogé vos clients, les chefs d'entreprise, sur un peu leur perception du numérique, comment ils la considéraient, ce qu'ils en attendaient, etc. Et moi, j'y ai trouvé plein de bonnes nouvelles. La première, c'est qu'ils sont quasiment 9 sur 10, je vais être précis maintenant parce que si on ne peut plus rigoler avec les chiffres, donc 89% exactement, à considérer que la transition numérique est un enjeu important pour les entreprises françaises. Alors dans ce sondage, c'est intéressant, et ça on le retrouve un peu partout, et en général dans toutes les professions, peut-être même dans la vôtre, quand on les interroge, on leur pose la même question sur leur entreprise à eux, ils sont beaucoup moins nombreux. Ils sont à peu près 2/3. Et en général, on observe souvent ça, de se dire « Ouais, pour la profession comptable, la transition numérique, c'est super important, il faut s'y mettre. Mais moi, ça va. Moi, c'est différent. Moi, mes clients sont un peu différents. Moi, je gère, etc., etc. » Donc cette distorsion, elle est assez intéressante. Bref, il y en a 9 sur 10 qui pensent que ça va quand même avoir un impact important. Et puis, il y en a presque les 3/4 qui pensent que ça va quand même avoir un impact à horizon 10 ans sur leur organisation, leur environnement numérique, que ça va les toucher directement, que ça va toucher leur entreprise, qui vont être impactés par le phénomène. Donc ça, c'est plutôt, ça commence à devenir aussi une bonne nouvelle, c'est qu'ils vont avoir un peu de besoin sans doute. Parce que ils sont 70% à considérer que c'est une opportunité. Bien sûr qu'il y en a qui considèrent que c'est une menace, mais que ça va être aussi une opportunité de faire autre chose, de développer de nouvelles missions, de réinventer leur modèle, de travailler différemment, de travailler mieux, d'aller dans d'autres zones de compétences, etc., zones de chalandise. Et donc, ils savent, ils ont conscience qu'il va se passer quelque chose, ils ont conscience que ça peut être une opportunité. Bien souvent, ils sont pas mal paumés parce qu'ils n'y comprennent pas grand-chose non plus, ils ne savent pas trop. On sait qu'il va se passer quelque chose, mais quoi ? Je ne sais pas trop. En même temps, le chef d'entreprise, lui, il n'est pas forcément toujours stratège, il gère sa PME, il est un professionnel de son secteur, donc il ne sait pas trop. Et du coup, quand on l'interroge sur quels sont les prestataires qui pourraient vous accompagner au mieux dans cette transition numérique, elle est là la bonne nouvelle. Enfin, on verra après. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Ouais. Ils sont 80% à faire confiance à leur expert comptable pour les accompagner dans la transition numérique. Alors, je vais être super honnête avec vous. Moi, quand j'ai vu ce chiffre apparaître pour la première fois sur un slide, à un congrès de l'ordre des experts comptables, je me suis dit, charrie, quoi. C'est, le sondage. C'est ça, ouais. Tu te dis, c'est pas possible, quoi. Ils peuvent pas. C'est quand même beaucoup, quoi. Moi, les cabinets, je les accompagne au quotidien. Je me dis. Les chefs d'entreprise leur font confiance. Et après, j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, en fait, c'est logique. C'est logique parce que pourquoi ?
Parce que le chef d'entreprise, il est paumé avec cette histoire de transition numérique, il ne sait pas par quel bout prendre le truc. Et puis, il y a un de ses prestataires en qui il a une confiance quasi absolue. Je vous rappelle les chiffres, encore une fois, des études de l'ordre. 91% des chefs d'entreprise vous considèrent comme des professionnels de confiance. Quand on pose la question par rapport à l'avocat, au notaire ou au banquier, on n'a pas tout à fait le même type de réponse. Et donc, en fait, ils ont confiance en vous. Et ils ont tellement confiance en vous. Et comme vous les débrouillez un petit peu dans tous les domaines, ils posent une question fiscale, bim, vous avez la réponse. En juridique, bim, vous avez la réponse. Pourquoi pas en organisation et en matière de transition numérique. Et donc là, si d'aucuns pourraient se dire, effectivement, bon, bah, c'est génial, parce que le marché, il va être juste énorme. Ils sont 90% à considérer que ça va avoir un impact, ils sont 80% à nous faire confiance, on va récupérer encore au moins 2 ou 3 milliards sur les 5 milliards dont parlait Philippe tout à l'heure, et donc ça va être cool, on va pouvoir tous faire de l'accompagnement en transition numérique. Ça, c'était la bonne nouvelle. En fait, évidemment, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Donc tout à l'heure, Sandra vous disait que l'adaptation des compétences, c'était un long voyage, il y avait l'avion, donc je vais continuer à filer la métaphore. Vous avez vu comme c'est préparé, c'est quand même bien fait cette conférence. En fait, ce sont des masques à oxygène dans les avions. Vous prenez certainement de temps en temps l'avion, et en fait, quand on donne les consignes de sécurité, je vais vous les rappeler parce que personne ne les écoute, en général, on se croit tous plus malins que... Bref, peu importe. En fait, ce qu'on nous dit à ce moment-là, le steward ou l'hôtesse nous disent si jamais il y a un problème de pressurisation dans la cabine, les masques à oxygène vont tomber automatiquement, etc., etc. Mettez-le sur votre tête, etc. Et ils disent, avant d'aider vos enfants, votre grand-mère, votre belle-mère, etc., vous mettez votre masque à vous et après vous aidez les autres. Vous voyez le truc? Où je veux en venir? Ouais. C'est qu'en fait, ce marché qui a l'air comme ça juste énorme, eh ben c'est clair et net que personne ne va en profiter si on n'a pas nous-mêmes fait l'expérience de la transition numérique, si nous-mêmes on n'a pas fait évoluer notre structure, si nous-mêmes on n'est pas confort avec ce bouleversement que va représenter la transition numérique. Donc d'abord on met son masque à oxygène, on se met en sécurité, on s'occupe de soi, on apprend à voir les choses qui fonctionnent, les choses qui ne fonctionnent pas. Et puis une fois qu'on est en forme, qu'on est prêt, on peut aider ses clients, on peut accompagner ses clients. Jamais, jamais, jamais de la vie. Tout à l'heure, Philippe disait, jamais on remplacera les missions de production par des missions de conseil. Jamais, jamais vous n'accompagnerez vos clients en matière de transition numérique si vous n'avez pas une idée claire de ce que c'est et si vous ne l'avez pas vous-même mis en pratique dans vos cabinets. Donc en fait, ce n'était pas une super bonne nouvelle. Enfin, voilà, moyen. Secret numéro 12. Merci. Alors moi, la phrase qui me vient, là tout de suite, au-delà de la salle de sport de Philippe tout à l'heure, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. Vous connaissez ce petit slogan du loto? Ben là c'est pareil, hein. Il n'y a pas de petits et de grands projets, il y a ceux qui aboutissent et les autres, il y a ceux qu'on met en œuvre et les autres. Et puis vous avez beau avoir la réflexion la plus brillante qui soit, bah, si ça reste une réflexion, il ne se passera rien. Donc, forcément, ce 12e secret et dernier secret, le message c'est allez-y, foncez, passez à l'action. Il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. Alors comment passer à l'action? Bah, vous l'avez compris hein, tout au long de la présentation. Ça ne marchera pas avec un coup de baguette magique, il va falloir mettre en œuvre une méthode, parce qu'il y en a une, construire un projet de cabinet, réfléchir à un plan d'action, décliner ce plan d'action en chantier, mettre les collaborateurs en musique, les impliquer, les motiver, leur donner envie de faire, leur donner le cadre pour qu'ils fassent. Bien sûr, avoir un calendrier et puis l'ajuster, parce que ce calendrier, c'est un guide, mais il ne va pas rester imperturbablement le même tout au long du projet, parce que votre environnement, lui, il continue à changer. Hein, donc, vous aussi, vous devrez vous adapter aux nouveaux changements. Bref, il faut se donner du temps, parce que ça ne va pas se faire en un jour. Il faut se donner aussi les moyens. Hein. Philippe parlait d'économie de temps avec les outils, en rationalisant les méthodes de production, etc., pour gagner du temps, pour faire autre chose, pour développer ce projet de cabinet. Là, on est complètement dedans. Et puis,
ajuster les voiles tout en gardant le cap. Votre projet, il est clair, vous savez où vous allez, mais simplement, il faut faire preuve d'un peu de flexibilité et être capable, en travaillant tous ensemble, comme je le disais tout à l'heure, avec l'ensemble de l'équipe, de faire évoluer aussi certains points de ce projet, de repenser le calendrier quand c'est nécessaire et de s'adapter à l'environnement. Quelques conseils. Impliquer l'équipe, je ne reviens pas dessus, ça ne marchera pas sans adhésion de l'équipe et sans implication de l'équipe. Tout le monde doit participer dès le début. Personne ne doit rester sur le bord de la route. Avancer pas à pas vouloir non plus être trop gourmand. Et puis, fêtez chaque victoire, valorisez votre équipe, communiquez à chaque fois que vous avez réussi à atteindre une étape, si petite soit-elle, pour que l'équipe se rende compte que vous arrivez à avancer, que concrètement, il y a des choses qui se passent, qu'on n'est pas dans l'impossibilité, mais bien dans la concrétisation pas à pas de ce projet. Et ça donne une impulsion.